Et bienvenue à tous dans cette vidéo, dans cette nouvelle revue que je veux avec un format particulier que je tente en ce moment. Comme vous pouvez le voir, je suis à mon bureau et je vais faire ça un peu comme s'il s'agissait d'un live. Sauf qu'on n'est pas en live pour l'instant, hein. Pourquoi pas prévoir bientôt des lives sur la chaîne pour faire les revues en live justement. Et je vais vous présenter tout ça en live sans montage particulier. Je vais juste vous faire défiler les informations. Vous me direz si ça vous plaît. Donc c'est un format à la cool, hein. On va voir ce que ça donne. Au menu aujourd'hui, au menu de cette semaine, des noms de rues incluant plus de diversité. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. Une version remasterisée de Rome Total War qui sort le 29 avril. Oui, c'est important. Une mèche de cheveux de Napoléon qui a été mise aux enchères pour pas si cher que ça, vous allez le voir. Et enfin, entre autres, hein, parce qu'il y aura d'autres actus, une découverte aussi morbide qu'incroyable dans une forêt de laine et bien d'autres choses encore. C'est parti. Est-ce que ma transition va être réussie pour l'info numéro 1? On va voir ça tout de suite. Attention, je vais me téléporter. Voilà, parfait. On est bon, on est parfaitement bon. Et oui, je maîtrise les streams maintenant, donc on joue plus dans la même catégorie, les gars. Donc la première info, c'est une info de notre partenaire qui sponsorise cette vidéo. Donc c'est une info partenaire, mais c'est une info qui aurait très bien pu figurer en soi dans cette revue de presse, parce que c'est un sujet important qui concerne la vaccination. C'est un projet, enfin le projet a déjà abouti, mais c'est un film documentaire réalisé, c'est un travail journalistique citoyen réalisé par Armel Joubert-Desouches et qui se pose la question concernant le vaccin ARN messager contre la Covid-19. Doit-on forcer les Français à se faire vacciner? C'est un travail de journaliste citoyen, comme je l'ai dit, objectif, neutre. Le documentaire ne cherche pas à vous orienter pour ou contre. Il donne la parole à tout un tas de personnalités opposées ou favorables à la vaccination. Donc c'est pas du tout quelque chose de complotiste. C'est un travail journalistique sérieux. La preuve, regardez dans les intervenants. Il y a Christophe Barbier, hein, quand même, si ça c'est pas un gage de donner la parole à tout le monde. Christophe Barbier, mais aussi des pointures comme le docteur Laurent Alexandre, Alexandra Orion-Claude ou encore le professeur Henri Joyeux. Je vous invite à vous rendre sur le lien en description parce que le film et l'équipe a besoin de votre soutien. Vous pouvez faire un don du montant que vous souhaitez afin de les aider à continuer leurs investigations autour de tout ce qui se passe actuellement avec la pandémie. C'est ô combien important à une époque où les médias ne peuvent pas être qualifiés de journalistes, hein. Je pense qu'on est tous d'accord. D'autant que ce documentaire qui est disponible, hein, vous pouvez le regarder sur YouTube, il a été censuré par Dailymotion, par Ulule, qui est pourtant la plateforme de financement participatif qui avait été choisie par l'équipe, et il a été déréférencé par Google et YouTube. Donc, ils ont vraiment besoin d'un coup de main. Le lien est en description et le site s'appelle désormais touscensurés.fr. Si vous voulez participer, récompenser l'équipe et les encourager, le lien est en description. La première info, la deuxième plutôt, c'est une info qui remonte à la mi-mars, que j'avais pas vu passer, mais qui est très intéressante. Un recueil de 318 personnalités pour davantage de diversité dans les noms de rue. J'adore, je vais me régaler pour ce genre de sujet. Ouest France nous dit un recueil de 318 noms de personnalités issus de la diversité, bien sûr, est désormais disponible sur le site du ministère de la Cohésion et des Territoires. Alors déjà, je savais même pas que ce ministère existait. De toute façon, dans un pays sain, digne de ce nom, normalement, un ministère de la Cohésion, ça n'a pas lieu d'être, en fait. Parce qu'un pays, une nation, un pays et une nation, c'est cohérent à la base. Il n'y a pas besoin de surreprésenter, de surjouer sur la cohésion, puisque ça va de soi, normalement, dans un pays sain. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc en gros, c'est un recueil qui a été formé avec une équipe d'historiens dirigée par Pascal Blanchard, qu'on voit là à l'image. Regardez avec son petit regard là Attendez, je vais essayer de faire le même, attendez. Alors c'est un peu penché en avant, comme ça. Un petit regard ténébreux, un petit sourire. Voilà. Je m'aime en tant qu'historien. Voilà. Donc c'est Pascal Blanchard qui a été chargé de faire ce recueil avec une équipe d'historiens. C'était à la demande d'Emmanuel Macron. Et donc maintenant, on a 318 noms. On a un fichier qui est mis à la disposition, nous dit-on, des maires de partout en France, afin qu'ils puissent baptiser des rues, des squares, des salles des fêtes, des urinoirs publics, enfin n'importe quoi. Ils peuvent baptiser ce qu'ils veulent avec des noms de personnes issues de la diversité qui, nous dit-on, ont contribué
d'une manière ou d'une autre, à l'histoire française. Alors Ouest France nous donne Paulette Nardal, par exemple, je ne connaissais pas, née en Martinique, première femme noire à entrer à la Sorbonne. Oui, pourquoi pas, oui, ben là aussi on racialise la question. Une première femme noire, pourquoi faudrait-il le souligner? Enfin, sinon on a James Recy Europe qui a débarqué d'Alabama à Brest en 1917 et importé le jazz en France. Ouais, voilà, un nom de rue pour... Je sais pas. Ça me dérange, je vais vous dire juste après en quoi ce genre de choses me dérange. Et en plus, même Ouest France nous dit que la diversité est déjà imprégnée dans les noms de rues qui existent en France, puisque sur les 200 premiers noms des rues et places les plus utilisés dans les communes françaises, on compte 7% d'étrangers. Ce qui est déjà quand même pas mal. Hein. Maintenant, on va nous réclamer quoi? La parité. Il faudrait qu'il y ait 50% d'étrangers. Parce qu'on y vient. L'article poursuit. Près des 2 tiers n'ont rien à voir avec l'histoire de France en plus. Ça, je trouve ça assez exagéré. Martin Luther King, Mandela, tout ça. Je trouve ça exagéré qu'on donne des noms de rue à des personnages qui ne sont pas français, qui n'ont rien à voir avec l'histoire de France. Mandela, vous n'allez pas me dire qu'il a quelque chose à voir avec l'histoire de France, franchement. Ça me dérange parce que pourquoi pas, voilà, de manière ponctuelle à Paris, parce que Paris, voilà, a une dimension plus internationale, je sais pas, mais qu'on donne des noms de personnages étrangers qui n'ont rien à voir avec l'histoire de France, ça me dérange et ça me dérange aussi qu'on insiste à ce point sur il faut de la diversité, alors qu'il y en a déjà, même Ouest France le reconnaît, il y en a déjà. Maintenant, on nous dit il faut des figures qui ont œuvré pour la culture française, l'économie, la nation, et qui viennent de la diversité. Mais pourquoi insister à ce point? Et on va nous réclamer bientôt, je descends l'article, vous allez voir, la parité. 21% de femmes seulement dans la liste. C'est peu. Alors moi déjà je trouve que c'est pas peu, même si je sais à l'échelle de l'humanité ce serait du 50-50. Mais force est de le reconnaître, il y a beaucoup moins de femmes qui ont œuvré dans la sphère publique, parce que la sphère publique est la sphère de l'homme, mais on n'a pas le droit de dire ça, évidemment. Mais bref, là vous voyez, on nous dit qu'il y a trop peu de femmes, il y a trop peu de diversité, alors que franchement 7% de personnages étrangers, à l'échelle d'un pays, c'est énorme, dans les 200 noms les plus donnés. En priorité, c'est la diversité que l'on voudrait mettre en avant. Donc là, on insiste sur la diversité aujourd'hui avec ce recueil, mais bientôt, ça va être le tour du féminisme. On va réclamer un 50-50 dans les noms de rue. On va aller chercher des femmes qui ont peut-être fait quelque chose, mais qui, en temps normal, n'auraient peut-être pas mérité, parce que c'est très bien d'avoir fait quelque chose, mais de là à mériter un nom de rue, c'est comme si moi je réclamais un nom de rue parce que j'ai fait des vidéos sur l'histoire de France, vous voyez. On est dans une sorte de concours victimaire, la diversité, les femmes, et maintenant ça affecte nos noms de rue. Et pourquoi ça m'affecte particulièrement? Parce que là, pour l'instant, c'est juste une proposition. C'est un recueil qui a été monté par ce type-là, 318 personnalités. Il est juste mis à la disposition des maires pour l'instant. Bien sûr, on va leur glisser, on va poser le dossier sur leur bureau pour les inciter. Ça c'est pas dit. Mais un jour, ça va devenir obligatoire. Il faudra tant de noirs, tant de malgaches, tant de femmes transgenres avec unijambistes. Voilà, il faudra un quota d'unijambistes dans les noms de rue. Enfin, vous voyez où on veut en venir. Et ce qui m'énerve, c'est que pour moi, c'est un peu de la philosophie de comptoir ce que je vais faire, mais le fait qu'on ait des noms de rue avec des noms de personnalités en France qui n'existent pas aux États-Unis, par exemple, avec eux c'est 227e rue, voilà. Nous on a des noms de rue avec des noms de personnages historiques. Moi je trouve que ça représente bien les rues, ça représente un peu le système, les veines, voilà, les veines, les artères de la France, et le fait qu'il y ait ces noms de grands personnages historiques français, c'est un peu comme si notre histoire coulait dans les veines de la France. Vous voyez, l'histoire de France coule dans les veines géographiques de la France. Et moi, j'aime beaucoup ça. Je ne suis pas favorable du tout au système à l'américaine avec les numérotations de rue. Et là, on est en train d'attenter à cet ADN, justement, en essayant de caser de la parité, de la diversité. Bientôt, ce sera les féministes qui vont réclamer, les véganes, je vous ai dit, les unijambistes, les joueurs de pétanque. Bref, on va avoir droit à tout ça. Et je trouve ça dommage. Voilà pourquoi j'ai choisi de mettre en avant cette info, même si elle remonte à quelques jours. Passons à la troisième info du jour. C'est une info jeu vidéo, parce que je l'ai dit, oui c'est important, et je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous. Faut pas trop que je remue la table là, parce que sinon j'ai ma caméra qui bouge. Total War Rome va être remasterisé. Bon, Total War, c'est un souvenir impérissable pour beaucoup d'entre nous. Rome en particulier, puisque ça a été en plus le premier gros succès, je crois, de la licence Total War. Une version remasterisée, nous dit Historia Games. D'ailleurs, je vous recommande ce site, hop, Historia Games. Si ça vous intéresse les jeux d'histoire et l'histoire, parce qu'il n'y a pas que des jeux d'histoire, il y a aussi de l'histoire sur ce site. Il est excellent, ce site. Je le consulte presque tous les jours.
Il est excellent en termes d'histoire comme en termes de jeux vidéo. Donc historiagame.com avec un S à Games. Ah bah vous le voyez de toute façon. Donc Total War remasterisé, une version remasterisée de Total War Rome, premier du nom, va en effet voir le jour au mois d'avril. La date précise, c'est le 29. En collaboration avec Feral Interactive. Il va comprendre les extensions Barbarian Invasion et Alexander. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a toute une variété, je vais vous lister ce qui va changer, une variété d'améliorations graphiques, de gameplay, et ça va être donc remasterisé en 4K. Bon, on va voir ce que ça va donner après. Je vous montre quelques images. Voilà, ça c'est des images de la version remasterisée. On voit que franchement c'est bien foutu. Hein. C'est bien foutu. Bon, on voit que c'est un socle vieux qui a été remis à neuf. Mais moi j'adore ça. J'adore, ça apporte un côté particulier. Donc voilà les batailles à grande échelle. Est-ce qu'on voit bien là? Oui, en plus c'est parfaitement cadré. Très bien. Donc j'ai hâte d'y jouer, c'est le 29 avril. Je vais vous dire qu'est-ce que... C'est à l'occasion en plus du 20e anniversaire de la série Total War. Nous dit Rob Bartholomew, je ne sais pas comment ça se prononce, de chez Creative Assembly. Il nous dit que Rome a été le premier titre de la franchise qui a rencontré un franc succès. C'est donc une chance inestimable de pouvoir le remasteriser avec nos amis de Feral Interactive. Et il nous dit même, je trouve ça assez touchant, que remasteriser un classique tel que Rome, c'est comme restaurer les joyaux de la couronne. Hein. C'est le parallèle qu'il utilise, David Stephen de chez Feral Interactive. Donc qu'est-ce qui va être refait? Parce qu'on a une petite liste. Les graphismes vont être améliorés, bien sûr. Je vous l'ai dit, on aura un rendu visuel en 4K. On l'a vu dans les images. C'est propre. Il y a une refonte des environnements, des personnages, des champs de bataille. Niveau graphique, ça va être propre. Du contenu inédit, puisqu'on va avoir 16 factions qui étaient auparavant non jouables, en plus des 22 factions originales. Des nouveaux agents marchands, avec la possibilité de corrompre les marchands rivaux, par exemple, et tout un tas d'autres options. Très importante parce que ça figurait pas à l'époque tous ces systèmes avec les marchands, c'était beaucoup moins complexe, là ça va être complexifié pour coller à 2021 bien sûr. Des fonctionnalités retravaillées avec notamment une carte stratégique durant les batailles, des heatmaps, c'est des cartes de chaleur pour voir où sont concentrés le gros des troupes, et la superposition d'icônes. La refonte du système diplomatique, là aussi, il faut que ça s'adapte à 2021. On ne peut pas repartir avec les mêmes mécanismes qu'avant. Zoom de caméra plus important, rotation de la caméra sur la carte de campagne. Un système d'aide amélioré avec un nouveau wiki consultable. Alors ça, j'adore dans les jeux vidéo d'histoire et j'en parle dans la vidéo qui est sur ma chaîne. J'expliquais que ce sont les jeux vidéo qui m'ont donné en grosse partie l'amour de l'histoire. J'adorais consulter les wikis des jeux auxquels je jouais pour avoir des infos sur les unités, les factions, etc. Donc très bonne chose. Et enfin, multijoueur. Important, on va pouvoir jouer en multijoueur pour la première fois dans l'histoire de la franchise Total War. En plus, ça sera en cross-platform. C'est-à-dire que PC, Mac, Linux vont pouvoir profiter du mode multijoueur en France. Mais par contre, il ne précise pas... J'allais dire... Je suis complètement bête. Je suis complètement bête. Je le couperai pas au montage pour vous prouver à quel point je suis bête. J'avais prévu de dire, tiens, c'est bizarre, il précise pas pour les consoles. Mais c'est pas sur console, Total War, je suis bête. Donc c'est dommage, j'adorerais voir une adaptation console. Après, ça se fait avec les civilisations, hein, donc c'est pas totalement improbable. Mais je pense que ce serait impossible à gérer les batailles en temps réel sur console. Donc, oubliez ce que j'ai dit, c'était une connerie. C'est un cross-platform, mais uniquement pour les plateformes Windows, Mac et Linux. Donc, ce sera au prix de 30 €, 29,99 €, avec une réduction de moitié si vous possédez déjà le jeu. Je ne sais pas comment ça va se faire, moi je l'ai, mais il doit traîner dans un vieux carton. Et ça sort le 29 avril. J'en profite pour vous dire... Attendez, c'était pas prévu, hop. J'en profite pour vous dire que je ferai Total War en stream. Je vais mettre pause, sinon on va m'entendre. Voilà. J'ai déjà lancé des streams sur le jeu Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Chrislan sur Twitch. On est déjà au 4e épisode. Et ça se passe bien. Et justement, voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Rejoignez-moi sur Twitch parce que j'ai l'intention de, dès la sortie, le 29 avril, de faire des streams sur cette version remasterisée de Total War. Je pense qu'on va bien s'éclater. Rejoignez ma chaîne Twitch. Je mettrai le lien dans la description également. 4e info, je crois. Oui, 4e info. Une info impériale, une info enchère. Une mèche de cheveux de Napoléon va être bientôt vendue aux enchères. Et pour pas si cher que ça, j'ai été surpris. Alors, je suis pas du tout un spécialiste, un connaisseur
ni même un collectionneur, je traîne pas beaucoup sur eBay, etc. Mais ça me paraît peu cher. Déjà, de toute façon, les estimations qu'on nous donne sont complètement claquées. Mais même avec une estimation haute, franchement, c'est pas si cher que ça. Donc ce sont les enchères Bochère qui vont mettre en vente le 11 avril, donc c'est bientôt, dans une dizaine de jours, un médaillon ayant appartenu au comte de Lascaz et contenant les cheveux de l'empereur. Ça va être, la vente va se dérouler à Cherbourg dans la Manche, en plus c'est chez nous. Et ce médaillon, donc c'est un médaillon en or, donc déjà c'est un bel objet, et à l'intérieur il y a une mèche de cheveux de Napoléon. On nous dit que le médaillon est poinçonné à tête de bélier. Une mèche de cheveux de Napoléon qui lui ont été coupées sur le navire, lorsqu'il était sur le navire, le Northumberland, qui l'emmenait à Sainte-Hélène. Donc il y a aussi cette dimension historique. Napoléon s'est fait couper les cheveux sur le navire et on a une mèche. C'était la dernière mèche de l'empereur avant son exil sur l'île de Sainte-Hélène. Cette mèche a été récoltée par le comte de Lascaz, auteur du mémorial, dois-je le préciser. La mise à prix de ce lot est fixée à 1500 €. Donc c'est totalement absurde parce que si c'était 1500 €, je les donne maintenant, tout de suite, ne serait-ce que pour avoir ça. Ça va probablement monter. On nous dit que des estimations nous disent que ça va monter à 5000, 6000. Certains nous disent 10 000. Je pense qu'on sera beaucoup plus quand même, hein, parce qu'il y a un antécédent. J'ai été vérifié sur cet article. On est en quelle année c'est? J'ai pas noté l'année. En 2019, tiens, si j'ai noté, une mèche de l'empereur avait été adjugée à 18 650 € en 2019. Là, non seulement c'est une mèche de l'empereur, mais en plus elle est sertie dans un bel objet, il y a une histoire, c'était sur la route de Sainte-Hélène. À mon avis, ça va dépasser les 20 000 € facile. Et je dis, c'est pas si cher en fait. Dites-vous 20 000 €, par exemple, si on se cotisait, on pourrait les réunir. Ou si tu claques un petit crédit, allez, et tu te retrouves. C'est une somme, hein, 20 000 €. Mais tu te retrouves avec une mèche de l'empereur chez toi. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est pour ça que je trouve pas ça si cher. Juste pour avoir une mèche de cheveux de l'empereur, franchement, 20 000 €, moi, en tant que passionné, ça me semble pas cher. On croit savoir que ces cheveux ont été ramassés après le départ du coiffeur sur le bateau. Lascaz les aurait récupérés et gardés précieusement, comme d'autres objets. Voilà pour cette info. Surprise, enfin non pas surprise, mais je trouve que c'est pas si cher. S'il y en a qui s'y connaissent pourront me dire dans les commentaires, mais 20 000 € pour une mèche de l'empereur, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Cinquième info, alors très intéressante, macabre et intéressante. Dans l'Aisne, découverte d'un tunnel où 250 soldats allemands ont péri durant la Grande Guerre. On a parlé de ces tunnels lors de mon récent stream sur Twitch, sur le jeu Soldats Inconnus, puisqu'on était rendu à la butte de Vauquois, où les soldats français et allemands creusaient des sapes et des tunnels dans cette colline qui a été totalement trouée comme un gruyère en essayant de passer sous la sape ennemie pour la faire sauter. Et c'était un véritable massacre, c'était effroyable. Et bien là, en pleine forêt de Craonne, dans l'Aisne, un tunnel où 250 soldats allemands avaient trouvé la mort en 1917 a été mis au jour. En janvier 2020, Pierre Malinowski et son équipe d'historiens amateurs ont fait une découverte exceptionnelle. Alors je ne sais pas pourquoi l'info sort maintenant, parce que l'info est récente, alors que la découverte date de 2020, de janvier 2020. Un tunnel de 300 mètres de long où ont été pris au piège 250 soldats allemands du Bade-Württemberg. C'est lors de la bataille du Chemin des Dames, et ces 250 soldats ont été emmurés vivants dans le tunnel après la frappe d'un obus. Horrible! Horrible, vous êtes en train de creuser un tunnel à 250 à l'intérieur, un obus frappe l'entrée et vous vous retrouvez pris au piège. Et ça a dû être une longue agonie. Et c'est une histoire de famille en plus, cette quête, cette fouille, parce que c'est une fouille qui a été organisée totalement illégalement dans un cadre familial. C'est le père, l'ancêtre de la famille, qui avait trouvé sur une vieille carte, nous dit, il a débusqué la trace de ce tunnel dans des archives. Il s'est mis à creuser de manière complètement clandestine, en dehors de tout cadre officiel. C'est le fils qui a repris les recherches et là, il vient de le retrouver. Il vient de trouver enfin la trace de ce tunnel. Donc c'est une belle aventure familiale. Des armes, des munitions, un poste de communication ont été découverts, mais surtout la dépouille des 250 soldats allemands. Ça a dû être une découverte incroyable et c'est pourquoi je voulais la partager avec vous. Pour finir avec cette revue de presse, je finis par deux petites actus jeux vidéo qui sont toujours liées à l'histoire, bien sûr. La première, c'est Humankind. Je ne sais pas si vous connaissez Humankind. En fait, ce jeu se veut le concurrent des civilisations. C'est un jeu nouveau qui n'est pas encore sorti et qui est développé par une équipe française, les Parisiens d'Amplitude Studio. Donc ce sont des Français qui développent ce jeu, Cocorico.
Et ils viennent de repousser la sortie parce qu'ils sont, contrairement à certains autres, à l'écoute de leur communauté. Je ne sais pas du tout ce que le jeu donnera, j'ai déjà regardé du gameplay, mais ça s'annonce pas mal. Parce que niveau, dans ce genre de gameplay, ce genre de jeu, c'est Civilization qui est leader incontestable. Donc je me dis que Humankind peut apporter quelque chose dans sa course, dans sa concurrence avec Civilization. Donc pourquoi pas. Ça aussi, je pense que je le ferai en live. Il sort quand? Le 17 août. Le 29 avril, on se fera du ROM. Et le 17 août, comptez sur moi en stream sur Twitch pour tester Humankind. Donc c'est pas mal, j'ai regardé du gameplay, ça a l'air plus complet, différent de Civilization. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de mécanismes qui ont été copiés parce que c'est indépassable, Civilization. Bref, ils ont repoussé la sortie, la précédente était fixée au mois d'avril, et ils se donnent quelques mois supplémentaires, donc jusqu'au mois d'août, pour continuer à travailler avec la communauté et peaufiner le jeu et lui garantir une sortie optimale. Parce que là, jusqu'à présent, le jeu était en open dev, d'ailleurs l'open dev s'appelait Lucie, du nom de l'Australopithèque, et suite au retour de cet open dev, c'est pour ça que j'ai pu voir des gameplays, ils ont choisi de repousser la sortie pour fignoler le jeu, et je trouve que c'est une très bonne chose. Je vais vous montrer quelques images. Déjà, j'ai une image que je voulais sélectionner. Regardez, le jeu est beau. Hein. Le jeu est beau. Ça se passe... c'est un peu le même mécanisme que Civilization. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que on peut changer d'ère civilisationnelle au fil du jeu. C'est-à-dire qu'on a 6 aires civilisationnelles. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. On commence avec des chasseurs-cueilleurs, déjà. On affronte des cerfs. On va récupérer de la nourriture. On établit des campements. Et ensuite, au fil de l'aventure, on va pouvoir choisir de rejoindre l'ère civilisationnelle égyptienne, assyrienne au début. Ensuite, ce sera l'ère orientale, l'ère... Enfin, vous voyez, on n'est pas cantonné à une civilisation. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut commencer avec les Égyptiens, les Phéniciens, les Mésopotamiens, je ne sais quoi. On peut continuer dans l'Antiquité, on peut prendre soit la Grèce, on peut être dans l'ère d'influence romaine, perse, vous voyez. Et ensuite, on rejoint l'ère européenne, l'ère asiatique. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut évoluer au fil des ères civilisationnelles. Donc voilà, le jeu est beau. Là, on a une petite vidéo, je vais vous montrer. Oui. Ça, c'est des testeurs qui essaient le jeu. Juste pour vous donner une idée voilà, de à quoi va ressembler le jeu. Je vous mets quelques images. Finish him! Ouais, ça, c'est à l'époque des chasseurs-cueilleurs, où on n'a pas grand-chose. Okay, victory, question mark? Yes, I feel like if Est-ce que j'ai vu Sega? Victor, question mark? like if she's J'ai vu I le logo feel like Sega, if là, she's- c'est quoi ces conneries? C'est pas if she has Sega. a Si, je crois que Sega... yes, I feel like if Si, she's si, c'est Sega qui est If she derrière has a- tout ça. Si. Ok, bon. Donc, voilà, rendez-vous en août pour se tester ça ensemble en stream. Et la dernière info, parce que je vais quand même conclure, ça concerne aussi un jeu vidéo historique, Isonzo, qui va sortir bientôt. Alors, est-ce que j'ai noté la date? Ah bah si, il est sorti, je crois. Il est sorti. Voilà, il est sorti exactement. Donc, Isonzo... Si vous voulez, ça se passe sur le front italien pendant la Première Guerre mondiale, donc c'est un sujet très intéressant puisque très peu exploité. Ça concerne le front entre les Italiens et les Austro-Hongrois. On a eu droit à 12 affrontements sanglants, nous dit Historia Games, entre l'Autriche-Hongrie et l'Italie qui eurent lieu du 23 juin 1915 au 12 septembre 17, le long du fleuve Isonzo, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui se trouve aujourd'hui en Slovénie. 300 000 Italiens et 200 000 soldats austro-hongrois y ont perdu la vie, donc c'est pas une bataille mineure et pourtant on n'en parle pas beaucoup. Et ce jeu, donc, qui s'appellera Isonzo, a été fait par les créateurs de Verdun et de Tannenberg, les gens de la franchise le WW1 Game Series, qui s'intéressent particulièrement à la Première Guerre mondiale, et ça fait plaisir qu'un studio puisse nous mettre en avant cette partie de l'histoire, la Première Guerre mondiale, qui n'est pas tant que ça exploitée dans le jeu vidéo. On a eu Verdun, c'était une expérience à part entière parce que c'était un gameplay différent. Et là maintenant, ils nous sortent Isonzo, je ne l'ai pas encore testé. Pourquoi pas le faire en stream également? Je note ça sur ma liste. Si ça vous intéresse que je le fasse en stream, vu qu'il est déjà sorti, dites-moi. En tout cas, regardez, les images sont magnifiques. La prochaine fois, je ferai en sorte de pouvoir... C'est bon, hop, voilà, j'enlève ma tête. Les images sont magnifiques. Regardez ces armures. Franchement, je vais, je pense, le télécharger de ce pas. Hop, je reviens, voilà. Je vais le télécharger de ce pas. Et quand j'aurai fini Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre, parce qu'on va pas passer 6 mois dessus,
et ben j'attaquerai Isonzo. Donc rejoignez-moi sur Twitch, encore une fois, Chrislan, le lien est dans la description. N'oubliez pas notre partenaire qui sponsorise cette vidéo, tous vaccinés. Vraiment, c'est un film documentaire à voir, c'est indépendant, c'est objectif. Allez-y et soutenez. Allez ne serait-ce que voir le documentaire. Et si vous avez envie de soutenir le travail, le site touscensurés.fr qui figure dans la description s'offre à vous. Voilà, je reviens en plein écran, c'est magnifique. La transition est parfaitement réussie. Je vous remercie les gars, suivez-moi sur Twitch encore une fois. Abonnez-vous à la chaîne aussi parce que je vois que 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. C'est un scandale, on est à 25 000 là, j'aimerais bien passer la barre des 30 000, donc je compte sur vous, je compte sur vos abonnements sur YouTube, sur Twitch. Et j'espère que vous avez apprécié ce format. Dites-moi dans les commentaires si ce format vous convient. Un format un peu en mode stream, un peu en mode live, même si c'est pas vraiment du live. Ça va venir peut-être. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!